Bon, donc j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde sur un sujet qui me passionne à plus d'un titre, puisque j'appartiens à un groupe BNP Paribas qui compte aujourd'hui 205 000 collaborateurs, petite start-up d'une taille sympathique. Et donc, évidemment, l'entreprise de demain, l'entreprise 2.0, c'est quelque chose qui me touche au cœur de mon travail. D'ailleurs, j'ai coutume de montrer à mes patrons ma schizophrénie, puisque j'ai ici un BlackBerry, sécurisé, connecté au réseau de la banque, et puis ici, j'ai quand même juste ma vraie vie, mon iPhone, avec une belle tête de mort, d'ailleurs. Donc, l'entreprise de demain, l'entreprise numérique de demain, est-ce qu'on va vers une entreprise liquide? Est-ce qu'on va vers plutôt du micro-entrepreneuriat, du crowdsourcing, la mobilité, l'environnement de travail de demain? Bon, autant de questions qui se posent aujourd'hui de façon assez profonde. Et Deloitte a sorti récemment une étude qui est en téléchargement libre et gratuit sur leur site. Donc voilà, profitez-en, c'est de l'open source, en tout cas c'est open, qui s'appelle The Big Shift. Et ils ont essayé de faire une étude, et c'est la première fois qu'on fait une étude aux États-Unis sur ce sujet-là, sur du très long terme. Et en fait, la conclusion de l'étude de Deloitte est un peu embêtante pour un gros cabinet qui travaille avec des grosses entreprises, c'est dire que véritablement, si on regarde sur du long terme, 40, 50, 60 ans, et qu'on regarde la productivité des entreprises, qu'on regarde le retour pour les actionnaires, finalement, le modèle de la grande entreprise n'est pas le modèle gagnant. Et n'est même probablement pas le modèle qui va survivre. Parce que les actionnaires, justement, s'ils regardent un peu sur le long terme, se rendent compte que finalement, ils ne gagnent pas autant que ça. Alors, si l'actionnaire n'est pas content, ça pose un problème, mais c'est pas le seul, parce que ce que montre cette étude, c'est que les salariés ne sont pas contents non plus. Et puis même, ils sont très en colère, les salariés. Et les talents s'en vont. Et aux États-Unis, c'est en train de devenir un mouvement fort, important. Une étude toujours aux États-Unis, toujours citée par The Big Shift, montre que aujourd'hui on est nettement plus heureux, des taux de plaisir au travail et de productivité au travail nettement supérieurs quand on est tout seul dans son garage, micro-entrepreneur, que quand on est dans une grande entreprise. Donc, on voit bien qu'on est dans une période de tension forte entre ce que certains appellent l'espèce de mécanique institutionnelle de l'entreprise qui fait qu'elle a des process qui permettent de produire, et ce que moi j'appelle la dynamique relationnelle du web qui fait qu'on peut travailler en collaboration. Et le collaboratif dans l'entreprise, c'est quand même un vrai défi, et c'est pas aux gens de l'open source qui connaissent bien les problématiques du collaboratif que je vais l'apprendre. Pour parler de ces sujets avec moi, Chris Hoffman. Chris est CTO de Mozilla. Patrick Chanzon, qui est évangéliste chez Google, il va nous en dire plus, et Ori Peckelman, qui est directeur de la stratégie d'AF83. Messieurs, bonjour. D'abord, peut-être vous pouvez vous présenter, puis je vais commencer par Chris. Can you tell us a little bit about the Mozilla Foundation and your role? Yeah, I'm Chris Hoffman. I started working on browsers about 14 years ago at Netscape, and was part of the team that took the Netscape proprietary browser code and put it into open source as a strategy to compete against Microsoft, which had 2 or 3 times the number of developers that Netscape could ever hire. That strategy of taking the open source code or taking the browser code and putting it in open source didn't work for Netscape, but it allowed that code to take on a new life and be valuable in the creation of Firefox, which now has close to 25% market share worldwide, and is having had a major impact in reviving the web. And so that's the kind of power that open source can produce, and that's the kind of things that companies can observe, and they can use open source as a tool to leverage something larger than they could ever achieve. Ori, quelques mots sur AF83. AF83 est une jeune boîte, mais déjà elle a 3 ans presque, qui fait du web et social et live et des choses comme ça, surtout pour les comptes soit des grandes entreprises, faut qu'elles soit pas tout de suite alors les grandes entreprises.
soit pour des petites startups. Et ce qui est intéressant, c'est que la typologie des clients, précisément, c'est entre ces deux choses-là, beaucoup moins tout ce qu'il y a au milieu. Et il y a peut-être une chose commune entre les deux dans les besoins d'innovation. Et on est une société qui consomme beaucoup d'open source, c'est-à-dire on serait sans doute incapable de faire tout ce qu'on fait sans déjà des systèmes de Linux, et après ça probablement un peu de Rails, un tout petit peu d'Erlang qui va se balader par là. Et on est une société aussi qui essaye d'être un bon citoyen open source dans le sens d'aider en libérant du code, oui, on libère du code, évidemment c'est important, mais aussi parfois venant ici, mais encore plus important, essayant d'animer des communautés open source, et parfois des actions toutes bêtes, mais appeler des gens qui s'intéressent à une technologie à prendre une bière peut faire que la pénétration dans le marché 6 mois plus tard va être 10 fois plus grande. C'est aussi bizarre que ça se dire. Les effets de collaboration. Patrick, on te présente pas forcément Google, tu peux en dire un mot, hein, mais alors tu es évangéliste chez Google. Alors c'est très Silicon Valley, évangéliste chez Google. Guy Kawasaki avait à peu près inauguré le rôle chez Apple il y a quelque temps. Mais ça consiste en quoi d'être évangéliste chez Google? Parce que est-ce que Google a besoin qu'on prêche la bonne parole finalement? Ouais, alors je tiens à recadrer, à faire un peu de définition des mots en fait. Donc je suis évangéliste technique chez Google. C'est pire. C'est un terme qui a été effectivement créé par Guy Kawasaki, et l'idée c'est d'utiliser des techniques des évangélistes religieux pour utiliser l'enthousiasme en fait des gens pour une technologie, pour qu'ils aillent prêcher cette technologie ensuite aux autres. C'est ce que Guy Kawasaki a fait avec le Mac. Et donc on trouve ces évangélistes techniques, il y en a pas beaucoup, mais c'est dans les sociétés qui font des plateformes pour les développeurs essentiellement. Donc voilà, c'est le rôle que j'ai chez Google. Je me suis occupé de pas mal d'API, AdWords, Checkout, j'ai aidé à lancer Open Social. Et en ce moment, mon focus, donc le rôle d'un évangéliste, c'est de créer un écosystème de développeurs autour d'une technologie. Et les technos sur lesquels je me focalise en ce moment, alors moi je suis un ancien de Netscape aussi en fait. Et donc on collabore pas mal avec Mozilla. Je m'occupe du groupe Open Web, où on pousse les technos HTML5, SVG, W3C géolocalisation, tout ce qui fait que dans les browsers modernes, on peut construire des applications assez riches. Et donc on collabore avec Mozilla, Opera, Apple, etc. Et puis je m'occupe aussi d'App Engine et de Google Web Toolkit, qui sont des outils en fait, de cloud, et puis pour construire des applications riches. Donc voilà pour le rôle. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet, et alors parce que je pense qu'il faut que vous vous détendiez un petit peu pour que vous nous posiez des questions. Donc, alors voilà, on va changer les règles. Vous me posez des questions quand vous voulez, vous vous levez, bon, voilà, on est ensemble. Et alors, moi, je voudrais commencer par moi vous poser quelques questions. Alors, combien d'entre vous utilisent Facebook? Ok. Combien d'entre vous peut accéder à Facebook dans son entreprise? Pas mal. Vous me donnerez le nom des boîtes, s'il vous plaît, parce que si je cherche un petit boulot, je viendrai bien chez vous. Moi, je peux pas. Combien d'entre vous utilisent Twitter? Pas mal. Dans votre entreprise? Ouais, il y a quelques DSI qui n'ont pas encore chopé Twitter. Oui, une question. Ah, excellente question. Monsieur, vous passerez nous voir à la fin du cours. Oui, combien d'entreprises alors combien d'entre vous sont sur LinkedIn et combien d'entre vous peuvent accéder? Donc combien d'entre vous sont sur LinkedIn? D'accord? Et combien d'entre vous peuvent y accéder au sein du firewall de l'entreprise? Bon, ok. Donc non mais je rigole pas, c'est quand même juste. Souvenez-vous, il y a 15 ans, on allait au boulot, on avait un PC, on n'avait pas à la maison souvent. On avait une connexion, parfois même à Internet, on avait un truc qui tournait, on avait du débit, un truc, puis on rentrait à la maison, on ramait, ça faisait bidi 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 bidi, voilà. Bon, aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Aujourd'hui, la bonne connexion à bon débit, je l'ai à la maison. Aujourd'hui, l'ordinateur qui tourne vite, je l'ai à la maison ou sur mon téléphone mobile.
pas sur mon BlackBerry de la boîte, avec lequel je n'ai pas le droit d'aller sur le web. Donc, on voit bien qu'il y a ce décalage assez fort où finalement toutes les activités de productivité personnelle sont plus efficaces en dehors de l'entreprise qu'à l'intérieur. Et d'ailleurs, on voit bien les jeunes qui commencent à râler assez fortement en disant c'est quoi ces boîtes de vieux, vous connaissez pas le web, vous connaissez pas Facebook, moi je peux pas bosser. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Et d'ailleurs, j'ai presque envie de vous demander, mais est-ce que Firefox rentre dans l'entreprise? Chris. I think that's the next question. How many use Firefox? Yeah. So 90% market share. Well, How many use Firefox at work? 90%. Well, not 80, bad. 75 maybe. Not bad. So I think that's it's a learning and it's a migration project, and this idea that we'll go from closed companies, closed hierarchy management ideas to an open, more open and transparent kind of workplace is a key thing. And I think Firefox demonstrates that users have more power. They know more about technology than they did 10 or 15 years ago. And it's because someone in your company went to the IT department and they said, I want to use Firefox. It's a better browser. It makes me more productive. And the IT guys were probably already using Firefox themselves. And they said, well, you know, we have these policies, but we should figure out a way to bend the rules because we understand that Firefox is a better browser and it makes people more productive and it enhances their security. So people inside companies can have impact on the software that they use and do so. Forrester released a study that says 30% of all software that runs inside enterprises now is not authorized by the IT department. And reaction to that partly was, oh, that's a big danger. But the other kind of reaction to it is that those are the mobile companies. Those are the companies that can move fast and create new things because they're driven by their employees and the ideas that their employees and the engagement that their employees have. And so Firefox is a good demonstration of how, it takes time. Firefox has been out for 5 years, and it's taken us 5 years to build the kind of market share that you can see in this room. And it'll take time for Twitter and it'll take time for Facebook to be used inside. But you can see, I mean, the companies that are on the cutting edge are already leveraging that platform. If you want to build a business today that is related to cloud computing or social network, you have to be entirely open and transparent about what you're doing inside your business because users won't share their data with you if they don't trust you. And trust and transparency are very closely linked. Google set the model, don't be evil. And that's a way of saying everyone that joins Google needs to be open and transparent about what they do and focus on delivering software that benefits users. In one of the slides that I have, I've got this slide that says there's things that you can do in software to benefit users, and there's things that you can do in software that benefit the company that you're working for. And it's the merging of those two bubbles, and it's the union between those two things where there's benefit for both. There's benefit for the users, and there's benefit for the company that's building it. And that's the sweet spot of sustainability. If a business focuses on just trying to sustain themselves and is only thinking about the business model for a product, and is only thinking about the shareholders and returning shareholder value, that twists the development ideas and development thinking. But if you really focus on the users first, and then you try and figure out how can we create some sustainability by entering the sweet spot and delivering value. And the best example of that I have is the way that Mozilla is sustained. How many are familiar with the search box in Firefox? Up in the right hand corner, there's a search box, and we put that in as a feature
because we knew that people were using search as the way to get content or get access to content on the web, and do it very quickly. And so it was a valuable feature to users, and we were able to work with partners like Google and Yahoo to monetize that. So we were delivering value and we were creating sustainability, both in the same step. And I think if businesses think about approaches like that, they'll create the sustainability, and they'll have happy users, and they'll be in business for the long term. Si j'ai d'autres camarades banquiers dans la salle, ce que j'espère, on entend, hein, confiance, transparence, voilà, on va travailler. Google en entreprise, on vous a jamais tellement vu en entreprise, Google. Comment vous voyez ce marché? Alors si en fait ça commence, ça fait déjà un bout de temps qu'il y a une division entreprise de Google, au moins 5-6 ans si je me souviens bien, et en fait elle commence à avoir des succès dans les entreprises, et notamment en France. Le plus grand deal qui a été signé récemment pour Google Apps. Donc Google Apps, c'est Gmail, Docs, Spreadsheet, tout ça packagé pour un domaine. Donc c'est une offre pour les entreprises, et le plus gros deal qui a été signé, c'est pour Viadeo en France. En Valeo. Valeo, pas Valeo. Viadeo. Non, pas Viadeo, Valeo, oui. C'est pas grave. Ouais. Non, Viadeo, c'est le copain de LinkedIn sur lequel on est. En fait, Viadeo, c'était un succès pour Open Social, pas pour Apps. Ah, exact, c'est vrai. Ouais, je mélange un peu parce que je travaille sur pas mal de projets. Mais l'idée, c'est que l'offre pour entreprise commence à mûrir, et effectivement, ça commence, comme tu le disais avant, par des employés de la même manière qu'ils ont leur BlackBerry dans une poche et l'iPhone de l'autre. Ils commencent à utiliser Google Apps en personnel. Ensuite, ils commencent à partager avec certains collègues, et puis au bout d'un moment, l'entreprise en fait switch vers Google Apps. Donc on a tout ça. Et plus récemment, on a sorti une offre de collaboration, mais alors qui est pas encore, elle est sortie en preview pour les développeurs. Et il y a 2 jours, ils ont son nom qui s'appelle Google Wave. Donc Google Wave, c'est une nouvelle offre collaborative qui essaye de redéfinir ce que serait le mail et la collaboration à l'époque du web. Et il y a des concepts là-dedans, c'est de la collaboration en temps réel, il y a des concepts qui ressemblent pas mal à Lotus Notes, la facilité de créer des applis structurées, etc. Et donc ça, c'est sorti... en fait, il y a 2 jours, ils ont annoncé qu'ils allaient donner plein d'invites aux gens qui ont Google Apps for Your Domain. Donc c'est un truc à regarder. D'accord. Ori, de ton côté, tu vois ça comment, ces sujets de voilà, les gens font plein de trucs dehors, et puis dans l'entreprise, ils peuvent pas. J'aimerais rebondir sur la petite question là de la personne qui écrit son SMS en internet. Et combien d'entreprises recommandent d'utiliser Facebook, et il y a une idée à l'intérieur que c'est forcément une bonne idée. Et toujours, comme il y a cette idée que l'ouverture est une bonne idée, surtout que nos clients peut-être nous le demandent. C'est-à-dire que peut-être l'utilisateur final ne fera pas confiance à Google si Google ne montrait pas les codes sources qui... Pas vu les codes sources, c'est-à-dire les gros de ce que Google fait est complètement secret, propriétaire, et il y a même aujourd'hui, c'est pas Google, c'est plein d'autres boîtes open source qui ont inventé les modèles de late access. Il appelle ça early access, mais ça veut dire que vous avez accès au code source, oui, mais plus tard. Et voilà, et on vous vend donc les early access si vous voulez voir le code source quand il s'est fait, et je ne suis pas forcément à l'aise, c'est-à-dire que je vais pas forcément participer à la grande fête de l'ouverture, parce que là je travaille dans une petite boîte qui est très très ouverte, et les gens à l'intérieur sont très ouverts, on engage une conversation sérieuse avec toutes les autres boîtes autour de nous, il y a une magnifique et géniale nébuleuse des petites boîtes qui bossent ensemble, mais l'ouverture a ses limites. C'est-à-dire que j'aimerais quand même, c'est-à-dire les gens avec lesquels je travaille sont devenus un peu des membres d'une famille, et on est très proches, et je suis très ouvert avec eux. J'essaierai, Patrick, vraiment, je l'ai vu déjà quelques fois dans la vie, c'est un gars super, c'est un plaisir de l'écouter, je suis pas sûr que j'aurai le même niveau d'ouverture.
Et même dans le sens où je suis pas sûr que mon agenda, mon calendrier particulier, je vais le donner à Patrick, parce que je ne sais pas qui a les mots, comme c'est un homme assez bien placé chez Google, peut-être il connaît le sysadmin, qui a les mots de passe-route, et peut-être il y en a pas, peut-être il utilise SSS, il y a des technologies de décryptage, de zero knowledge, qui peut-être permettent à Google de ne pas savoir, ne pas avoir les mots de passe, on ne sait pas, et peut-être ils vont dire qu'ils l'ont, peut-être ça va pas être le cas. En tout cas, je ne suis pas à l'aise dans ce monde d'ouverture parce que j'ai une vie privée, parce que c'est pas que j'ai des secrets, j'ai rien caché. Vous avez quelque chose à cacher? Non, j'ai rien à cacher. Mais je vais juste pas que vous sachiez ce que j'ai mangé ce matin pour le petit-déj, c'est tout, c'est pas votre affaire. Et si vous voulez pas acheter, si je dois tweeter tout le matin ce que j'ai mangé pour que vous achetiez chez moi votre Innovation Management System, probablement vous prenez vos décisions selon des critères qui ne sont pas rationnels. Et les codes que je vais vous livrer, en tout cas lui va être libre et vous allez pouvoir lire et voir qu'en effet, mais il y a zero knowledge, que SSS marche, qu'il y a des moyens de cryptage assez mignons, que vous pouvez faire tourner les trucs, que je peux même vous donner des services par rapport à ces machins-là sans avoir les mots de passe-route qui me donnent accès à vos données, ça existe. Et donc, il y a une grande fête là qui m'inquiète personnellement beaucoup. Et il y a un stack technologique et des idées qui vont un peu à l'encontre de tout ça. Et où, à la limite, dans 20 ans, moi je sais où sera Google dans 20 ans. Et je sais où, même pas 20 ans, 10 ans. Google, Twitter et toute cette bande-là, ils seront pas ce qu'ils pensent qu'ils vont être. Ils vont être des utilities. D'accord? Ils vont être des public utilities. Comme les gens, Suez, comment ça s'appelle en France, ces gens-là? Suez, par exemple, d'accord? Vous ne savez pas que votre eau est brandée Suez. Il n'y a pas des petites étiquettes qui coulent avec l'eau pour que vous sachiez c'est de l'eau de Suez. Ce n'est pas très intéressant. Et si jamais ils commencent à le faire, si dans l'eau vous avez des petites billes en plastique peut-être de temps en temps, sur lesquelles probablement vous allez dire c'est inacceptable. Et quand des boîtes deviennent ce que Facebook et Twitter et Google deviennent, et il y a un moment ou un autre où il devait y avoir un effet politique qui va dire, actuellement vous devenez une utility, vous allez vous comporter comme une, et ce qui veut dire que étant plus ou moins un monopole sur certains domaines, ou en tout cas ayant un pouvoir si incroyable, politique, sur des choses si importantes comme la connaissance des religions. Et ces messieurs-là a dévoilé les faits qu'il travaillait sur Open Social. Et une des choses intéressantes qu'il y a dans Open Social, c'est que c'est un standard qui, entre autres choses, dit des choses par rapport à la religion. Non? Je me trompe? Bah oui, Patrick, oui. Alors, sur Google Open nationalisé dans quelques années, c'est ça en fait. Donc Open Social, c'est effectivement un standard qui permet de créer des applications sociales, et l'application a accès à des éléments de profil du réseau social sur laquelle elle tourne, que ce soit Orkut, MySpace, etc. Alors, l'aspect religion, c'est un champ qui est effectivement défini dans la spec, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux qui implémentent Open Social, souvent on n'implémente pas tous ces champs. Et donc, la plupart du temps, tout ce que tu as, c'est display name et une photo. Voilà, au niveau du profil. Alors, non, mais ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est derrière les histoires d'access control. Je pense qu'effectivement, le respect de la vie privée est un aspect super important dans ce monde du partage. On n'a pas envie de partager les mêmes choses avec tous les groupes. Et ce qui manque, parce qu'il y a toute une stack ouverte de standards autour d'Open Social. Il y a Open Social pour la partie sociale, mais il y a aussi OpenID pour l'identité, OAuth pour l'autorisation d'accès. Et en fait, ce qui manque, c'est un standard pour le respect de la vie privée, pour l'access control. Alors, je vous propose qu'on sorte pas trop du domaine de notre table ronde, qui est le domaine de l'entreprise. Donc, on va revenir dans l'entreprise, même si, bon, évidemment, les grosses boîtes, ça craint un peu, mais enfin, quand même, il faut quand même qu'on y revienne. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, à ce stade, des énervements? Monsieur, présentez-vous. Pas très rapidement, hein. Merci bien. C'est une question pour Merci, il rebondir fait hôtesse d'accueil, tout, c'est génial. Hein. C'était pour rebondir sur l'aspect confiance.
Chris Hoffman parlait de justement qu'il a fallu du temps pour instaurer de la confiance des utilisateurs, qui eux-mêmes après font la publicité finalement de Firefox auprès des entreprises. Et là, il y a, Ori Peckelman vient de parler de l'aspect confiance donnée qu'on peut donner à Google. Et c'est vrai que Google, même à travers le représentant qui est là, a un aspect tout à fait sympathique, sourire, tout ça. Moi, je me pose la question quand même de la confiance qu'un organisme comme une fondation comme Mosaic peut avoir vis-à-vis de Google. Parce que même si les gens utilisent Google, il y a toujours cette question quelque part de se dire, peut-on vraiment leur faire confiance? Apparemment, on fait plus confiance à Firefox, et en même temps, on sait que Firefox travaille intimement avec Google. Comment vous, Chris Hoffman, vous pouvez, dans votre quotidien, mener vos travaux avec Google? Chris. Vous avez, do you understand my questions? Yeah, Scott. Right. Yeah. So, Translation. how can we work with Google? So, companies find it very hard to work with Mozilla Project. I won't deny that. And Google is one. Google saw what we were doing with the browser and trying to re-inject innovation back into the web to try and provide a better experience. And they came to us and said, how can we help you? And that's where we started exploring this monetization of the search box. And so Google doesn't have impact on what we do with Firefox outside of working as a partnership to, we provide, a quick path to search results, and they compensate us for that. That's the relationship that we have with Google and all of the other search partners. We don't allow those search partners to guide the direction of Firefox and the features that we work on and the things that we think are important. And we want to maintain that independence. And it's part of our mission. I mean, we're focused on delivering the best internet experience that we can for our users. And we'll search for places where we can monetize things and sustain our organization. But we won't be driven by that. Enfin, en français, ce sera plus simple. Yes. Et avec le micro, parce que ça va pas à la translation. D'accord. C'est juste un partenariat qui est basé sur la fenêtre de recherche. Juste ça. C'est juste pour avoir plus de moyens financiers. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a aucune implication sur vos travaux. C'est bien ça? Yes. Okay. Yes. And I mean, that's one of I think that's part of the reason behind Google starting the Chrome project, is because they came to learn and understand that we wanted to maintain our independence and we wanted to guide our own project. And their business relies on having, a browser solution. And Apple, Google, any major business wants to be in some kind of control of their own destiny. So, that's when they started developing Chrome. Je vous propose qu'on avance sur un autre aspect qui, moi, me passionne dans le monde de l'entreprise de demain, c'est le collaboratif. Parce qu'on voit bien que l'entreprise de demain, plus ouverte, sera basée sur de la collaboration. Les outils de la collaboration, on les connaît, c'est du wiki, c'est du blog, c'est plein de choses. Ils fonctionnent assez bien en dehors de l'entreprise, c'est plus compliqué quand on les met à l'intérieur de l'entreprise, pour tout un tas de raisons, on va en parler. Et puis on voit bien que même l'entreprise commence à se dire, tiens, mais il y a des trucs malins, comme Innocentive pour la R&D, comme Mechanical Turk, par exemple, où on pourrait, oui, c'est un petit clin d'œil, voilà, on pourrait très bien faire appel à des sources de savoir, de connaissances, d'expertise qui sont en dehors de l'entreprise et qui vont nous apporter de la valeur. Donc, on voit bien que la notion de je suis l'entreprise, ça c'est chez moi, et le reste du monde je l'ignore, et la valeur ajoutée elle est produite à l'intérieur de l'entreprise et elle sort de l'entreprise, est en train quand même de tomber. Et alors,
Là, les outils du web et donc évidemment l'open source ont juste un rôle absolument clé et fondamental. En gros, c'est l'outil de la chose, quoi. Donc comment vous voyez ça? On va peut-être commencer par Ori, tiens, pour une fois. Toujours, j'aimerais bien troller aujourd'hui. Donc, je vais continuer à troller. Il y a je pense que c'est Anne Bruce qui dit que d'ici 2050, 90% des gens qui auront un emploi seront des knowledge workers, des gens qui, donc, des travailleurs de la connaissance, 10% et 8% seront dans l'industrie, 2% dans l'agriculture. C'est-à-dire que cette problématique va devenir celle de toute structure économique, mais de l'administration aussi. C'est-à-dire, si vous regardez la France, une des choses intéressantes, c'est qu'il y a quand même une grande partie de l'économie, c'est le secteur public, c'est l'éducation nationale, c'est quand même, je crois, les premiers employeurs de la France, quand même. Et c'est problématique, disons, des outils mis à disposition. Je pense qu'elle est de court terme. Je pense que c'est sympa d'en discuter entre nous maintenant. Et toujours, on est un peu, je pense qu'on se sent un peu intelligent, disons. Et nous, on utilise Twitter, et nous, on utilise Facebook, on connaît le wiki, et on sait les utiliser, et on sait qu'ils sont très, très puissants. De la même manière que, comme on est des techos, et il y a 20 ans, moi, j'utilisais WordStar. C'était un traitement de texte. Et après ça, d'autres personnes ne pouvaient pas utiliser WordStar parce qu'il était bien trop complexe pour les autres personnes. Après ça, il y a eu Microsoft Word et plein de logiciels qui sont beaucoup plus simples. C'est rentré dans les mœurs, donc probablement, assez naturellement, des boîtes comme la mienne, des boîtes un peu plus grandes, vont faire des outils qui vont lentement avoir un certain niveau d'acceptance dans les entreprises. Et donc, il y a peut-être une question de combien de boulots de consultants est-ce qu'il y a aujourd'hui pour aller parler avec BNP Paribas pour leur dire vous avez déjà sans doute un gros knowledge management system quelque part, ce sera mieux de le faire un peu autrement et donner quelques outils supplémentaires aux gens. Ça, c'est pas une révolution, c'est-à-dire ça va être l'évolution naturelle des choses, des technologies meilleures remplacent des technologies un peu moins bonnes. Il y a un ROI qui est meilleur, il y a un argument imbattable économique pour les cloud space, pour tout ce qui va se passer sur les clouds. C'est sans doute moins cher d'avoir une application qui tourne sur un des 6000 serveurs quelque part chez quelqu'un que d'avoir une application qui tombe sur un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs chez soi. Donc cette évolution-là, c'est tout simplement une évolution naturelle, elle n'est même pas politique, c'est juste une fatalité économique. Les effets, je crois, ça va être des choses que tu as dit un peu plus tôt dans la journée. Et si on se demande, est-ce que dans les grandes entreprises, le wiki, les blogs et tout ça, ça va arriver? Oui. D'ici 5 ans, il y en aura beaucoup plus. D'ici 10 ans, ça n'existera en tout cas plus. Donc, ça sera pas ça sera remplacé par encore quelque chose d'autre, plus cool. Et donc, nous, toujours, de 10 ans plus vieux, on va se rencontrer, on va dire, c'est incroyable, les grandes entreprises n'utilisent pas du tout les Autosaz. Ils savent même pas ce que c'est qu'un Autosaz. Qui utilise Autosaz? Et tout le monde va lever la main et dire, moi j'utilise Autosaz, et ça va être le même cercle, et c'est normal. La question c'est, est-ce que ces grandes mastodontes, auxquelles ça prend aujourd'hui 10 ans pour implémenter les innovations, est-ce qu'elles pourront survivre à ça? Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Google va survivre en tant qu'une boîte? Parce que là, il y a une logique très simple, c'est-à-dire, pourquoi il faut tout à coup se demander, est-ce que des boîtes, à quoi ça sert? Donc il y a des actionnaires, qui vont dans une bourse ou d'une manière privée à donner de l'argent pour que la société ait des capacités d'investissement pour créer les outils d'usinage et après ça l'outil industriel pour produire des biens et des services que les gens vont acheter. Et c'est un peu un problème, et comme ça on revient enfin à l'open source modèle, quand tu dis mais voyons combien d'argent on a levé par exemple pour faire Drupal. Et il y avait un mec qui s'appelle Dries Buitert, il a
commençait dans son coin d'écrire un petit logiciel, il a ouvert les codes, parce que d'autres gens lui ont fait des propositions, il a dit, au lieu de faire des propositions, écrivez un peu de code, et quelques 9 ans plus tard, ça vaut sans doute autant que n'importe quel grand logiciel de chez IBM, de chez Microsoft, de chez Sun, de chez Google. Et la qualité des codes sans doute est la même chose, le niveau fonctionnel, et personne n'a eu à mettre ni 1 million d'euros, ni 10 millions d'euros, ni 100 millions d'euros pour les développer. Il n'y a pas eu d'actionnaires, il y a une activité économique énorme autour. Je pense qu'aujourd'hui, on peut évaluer le marché autour de Drupal à $1 milliard par an. Et ça se double, je crois, et chaque année. Et encore un moment, et aujourd'hui, il y a des gens qui font lever des fonds, qui font des boîtes autour de Drupal. Toujours, je suis pas sûr précisément à quoi on sert. Et donc, je pense que la question, c'est à court terme, c'est une question simple. Grosse boîte, ça prend du temps, ça va arriver, et oui, ça va améliorer leur productivité. Long terme, la question qui se pose là est beaucoup pire, c'est de dire, est-ce que c'est pas uniquement les modes des outils wiki ouverts, des choses comme ça, c'est les modèles même d'investissement industriel dans le domaine de la connaissance. C'est-à-dire quand, à la fin, les biens sont immatériels, sauf une chose, et ça c'est Google. Aujourd'hui, quelle est la valeur de Google? Bien sûr, utilisateur, marque, évident. Code? Non. C'est-à-dire, mais sans doute, il y a du code super chez Google. Mais là, c'est le modèle Microsoft. C'est-à-dire nous, on a les meilleurs ingénieurs, donc on écrit un meilleur code que les autres. C'est sans doute vrai. Mais ça dure pas très longtemps. Et après, c'est les meilleurs et ils vont aller quelque part des plus petits. Et vous avez sans doute des codes géniaux, mais soit ils se basent sur de la connaissance commune, en mathématiques, en sciences de l'informatique, et donc d'autres pourront redupliquer ça beaucoup plus facilement. Après, sans doute, Hadoop a pris beaucoup moins d'efforts à développer une fois que vous avez fait la première chose, mais vous avez quelques milliers de serveurs. Et là, quelques milliers, ouais. Quelques petits milliers de serveurs, non? Combien? 1 million? 2 millions? 10 millions? On va laisser Patrick répondre, répondre ou apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, alors, donc t'as compris. Dans 10 ans, c'est mort Google, hein, même si on y bouffe bien, même si l'ambiance est sympa. C'est dommage. C'était bien. Bon, voilà, ça c'est fait. Non, ce que je vais rebondir sur certains des points que tu as levés, mais d'abord, quand on parle de cette évolution, je suis assez d'accord qu'il y a un changement et que c'est pas la peine de se concentrer sur les outils d'aujourd'hui. En fait, c'est la tendance qui est intéressante à voir et vers où ça va aller. J'ai pas de réponse. En fait, je sais pas trop vers où ça va aller. L'idée, c'est que il y a 3 pierres là-dedans. Il y a une partie scientifique. En fait, la technologie évolue et induit un changement sociologique. Et induit un changement sociologique dans les entreprises, mais aussi dans les familles et dans la vie personnelle. Et ce changement sociologique dans les entreprises, lui-même, en fait, induit un changement économique de la structure des entreprises. Mais dedans, il y a 2 facteurs. Il y a un facteur économique et un facteur sociologique à la fois, qui va altérer, en fait, la manière dont les entreprises fonctionnent. Et moi, je me suis un peu intéressé à la sociologie du travail, les études de Crozier, là, des années 70, l'acteur et le système, etc. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir, en fait, un sociologue d'étudier la manière dont les entreprises sont en train de se transformer, parce que je pense qu'on est à un point d'inflexion. Et dans mon expérience professionnelle, j'étais dans plusieurs structures différentes, donc Accenture, la grande société hiérarchique multinationale, etc. Netscape, la petite société très bordélique californienne, avec beaucoup d'innovation, où ça part dans tous les sens et puis ça finit pas forcément super bien. Sun, chez Sun, il y avait une culture énorme du travail à distance que j'ai jamais vu ailleurs. Chez Sun, ils m'ont permis de travailler 4 ans de mon appart à Paris avec toute mon équipe à Bangalore et à Santa Clara. Et à cette période-là, j'ai commencé à faire de l'open source, à collaborer avec des gens un peu partout dans le monde. Et effectivement, dans ce domaine, en fait, de la connaissance, ce qu'on appelle les knowledge workers, toute la friction, en fait, a disparu du fait des outils. Et ça va pousser à des changements sociologiques qui font que
en tant que travailleur de la connaissance, moi par exemple dans mon travail en ce moment, je crois que je collabore beaucoup plus avec les gens de Mozilla, avec Dion Almer de Mozilla, qui était chez Google avant, qui est chez Mozilla, qui est parti chez Palm. Maintenant, je vais continuer à collaborer avec lui chez Palm, qu'avec les gens de l'équipe Chrome pour pousser HTML5 et les standards. Et donc, en fait, les gens dans l'entreprise collaborent pas mal avec des gens d'autres entreprises. Ça, au niveau des outils, il y a une implication, c'est-à-dire les outils doivent changer pour permettre ce mode de travail beaucoup plus collaboratif, où les limites en fait sont plus floues. Et à terme, ça pourrait amener effectivement à une atomisation en fait des unités économiques au niveau de l'individu. C'est-à-dire effectivement plein d'individus qui collaborent. Et je pense que le monde open source en fait représente un peu des pionniers dans ce domaine-là. C'est-à-dire l'open source a commencé comme ça. Un gars là qui fait son petit operating system, il l'ouvre et puis hop, ça devient un truc mondial, plein de gens qui collaborent dessus, etc. Mais là, la raison pour laquelle je ne sais pas où ça va aller, est-ce que ça va aller vers cette atomisation complète en fait de l'activité économique et un changement sociologique majeur, ou est-ce que tout simplement la culture des grandes entreprises va changer pour s'adapter à des changements de conditions de vie, et ce serait un changement assez darwinien en fait. Et pour moi, Google en fait représente ce que peut être une tentative de changer une culture d'une grande entreprise pour survivre en tant que grande entreprise aujourd'hui. Et je crois que la culture qu'il y a chez Google est très particulière. Il y a eu tout un tas d'innovations, c'est-à-dire on n'innove pas seulement au niveau du code. Et alors je suis pas d'accord avec toi sur le code. Je pense qu'effectivement le fait d'avoir le résultat de ta query en 1 seconde ou en 0,3 millisecondes, ça a une différence énorme. Mais donc on innove aussi au niveau management et au niveau de la manière dont la société est organisée, avec des histoires comme le temps 20%. Le fait que les évaluations et les promotions sont faites avec des revues à 360 degrés, etc. Et avec une culture de campus, la nourriture gratuite, etc., qui donne en fait, c'est le rêve du knowledge worker de travailler chez Google. Tout est fait de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur le fait d'innover. Et alors, je ne sais pas si c'est la fin d'une branche, en fait. D'une branche d'évolution qui est destinée à mourir, ou si c'est au contraire le début d'une nouvelle espèce de grande entreprise. Et je laisse la question ouverte. Bien tenté. Très bien tenté. Bravo. Chris, pour la grande synthèse, finalement. Oh, wow. Well, I think there is a migration slowly. I mean, you listen to the culture that's inside of Google, and that embodies the culture that's on open source projects. And it's been a migration from Sun to Netscape to Yahoo to Google. All of these companies started very small. They started as research projects inside universities and collaborative efforts to try and figure out the next big innovation. They weren't started at big companies. Big companies, have a hard time with innovation. And so the more that a big company can act like a small startup or many small startups, and the more that big companies can use their power to find the small startups within them and give them leverage to build to the next level, the more successful that those companies will be. And so this model of creating kind of an open source culture within your business and fostering innovation, fostering empowerment of users to go out and ask for Firefox, to go out and ask for the ability to use your iPhone because it makes you a more powerful and more effective and more productive worker. Those are the things that I think are important for companies to think about. And open source provides a model and a way to study those kinds of things. And we're kind of pushing the limits at Mozilla. One of the places where even Google is not, by restrictions of law and by the way the company is designed, they can't share their product plans. Every
every week there's an 800 number that you can dial in to the product planning meeting for Firefox. Anyone in the world can join in that process and help determine what's going to be in the next version of Firefox. And that's how far we've kind of stretched the boundaries. And I think it is the case where there's some companies that are stretching the boundaries, and there's some companies completely on the other end. I mean, the automobile industry is an example of that, where there is no platform for people to tweak around with their car to improve gasoline efficiency. The kinds of things that were written about in this book. What would Google do? Creating a platform that people can expand and build upon is a key component for companies that are moving fast. Being open about what you're doing with user data and how you're trying to benefit them is a key thing for businesses that are moving fast these days. And so, those are the kinds of things that are important, and open source provides a way to kind of study those and figure out how you can adapt them to your business to make it stronger. Chris, on ne pouvait pas réveiller de meilleures conclusions avant de vous passer la parole. On voit que le modèle de l'open source n'est pas simplement un modèle technologique, n'est pas simplement voilà, mais c'est aussi bien plus que ça, aussi potentiellement un modèle organisationnel, un modèle de développement économique, et juste on s'attendait pas complètement à ça il y a quelques années. Donc je crois que c'est quand même une des conclusions intéressantes. Je vous invite à lire What Would Google Do de Jeff Jarvis, qui est vraiment un super livre, et d'ailleurs qui a été traduit en français très récemment grâce notamment aux efforts de Faber Novel, donc pas mal. Voilà. Il me reste à vous proposer de nous poser des questions. Monsieur. Aux commentaires, enfin, un coup de gueule, tout ça. Hein. It was a comment for Firefox. It's kind of an old model to have a 1-800 number to call in, right? You should be using Twitter and Facebook for people to submit comments and read about what's going on, and make it free all over the planet, whereas the 1-800 number is only free in the US. Well, so there are people that do connect in, and they do it via Skype, or they do it some VoIP solution that allows them to get on the call. But there is kind of there is this tension between finding the people out in the world that are actually going to participate and deliver value to the project, and separating that out from the noise. And you're right that communication on the Mozilla project has always been a key thing, and something that we struggle with. I think we have over 50 different tools that we use for communication, servers that we've set up to record and share data, IRC channels, news groups, all kinds of things. And so it's to change those patterns of communication is something that's difficult for even us. So yeah, we probably should figure out a way to leverage one of the social network, platforms to help with our product planning. And yes, we do kind of experiment. And so right now, the mechanism is that we use, wikis, public wikis, and these, weekly calls to get status from people who are working, to share that, to make the project observable. That's the key thing. And the platform that we happen to use, this week or next week, or, a year or 5 years or 10 years from now, that will change, definitely. But it'll probably change slowly. Une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Présentez, enfin, dites-nous qui vous êtes. Je travaille pour un ministère, le ministère de l'Intérieur en France, et c'est vrai, peut-être un truc qui est peut-être plus dû à la France, une idée de la France. C'est dans toutes vos discussions, vous oubliez souvent l'acteur public, les collectivités publiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on a développé le train en nationalisant nos compagnies privées, on a développé le téléphone à partir d'une compagnie publique, et on sent que dans toute votre perspective, vous voyez pas l'intérêt peut-être qui est un intérêt au niveau de l'open source, c'est que, je veux dire, dans l'État, dans les collectivités publiques, quand on a développé quelque chose, quand on a produit quelque chose, c'est la communauté qui l'a payé, la communauté des citoyens. Donc ensuite, ce qui a été développé, normalement, c'est, disons par principe, gratuit et diffusable à tout le monde.
est-ce que dans vos modèles, vous n'oubliez pas qu'il y a peut-être aussi un acteur qui va devenir de plus en plus prégnant dans le monde du logiciel libre, c'est justement l'acteur public qui peut produire ce genre de choses à partir justement des données publiques qu'il a récupérées depuis de nombreux siècles. Et ça va aussi concourir peut-être à changer le monde dans lequel on vit au niveau du logiciel. Voilà. Qui veut répondre? Oui, rapidement. Donc, en précis, déjà, et beaucoup de services qu'on demande à l'État, des documents que l'État a, et qu'on demande ces documents, il faut payer. Donc, et donc, le fait qu'il y ait un coût quasi nul en termes pour la reproduction ne fait pas que l'État forcément dit qu'il ne veut pas être en tout cas payé pour. Et je pense que c'est une chose un peu effrayante, c'est-à-dire que c'est une chose effrayante pour moi, l'idée que l'État va construire du logiciel qui ne soit pas libre. Et donc, parfaitement, et avec ces côtés-là, et si l'État paie pour qu'un logiciel soit développé, j'aimerais pour une double raison qu'il soit libre. Un, parce que j'ai le choix de ne pas utiliser les services de Google. Je n'ai pas le choix de ne pas utiliser vos services. Et donc, si Google, on leur demande un peu de transparence, à l'État, on demande un chouïa plus de transparence, c'est-à-dire que vous faites un fichier de police et qui va recenser un certain nombre d'informations sur les gens qui existent aujourd'hui. Il semblerait que dans ces fichiers, il y ait des erreurs de temps en temps. On ne sait pas, nous, quelle est la source du bug. D'ailleurs, on pourra aider, sans doute. Et donc, oui, je crois que absolument l'État devra c'est-à-dire que les citoyens devra voter par les parlements des lois, vous interdisant de faire du logiciel qui ne soit pas libre, surtout quand ça arrive à la sécurité. Et après ça, à quel point est-ce que des personnes comme moi ont envie que l'État soit un majeur acteur dans le développement du logiciel libre? Très peu. Très très peu. Et l'État reste l'État. Il est un monopole de la violence. Il n'a pas le choix d'innover comme Google. Oui. Le temps nous presse parce que alors là on peut rentrer dans un débat philosophique sur l'État. Je pense qu'on peut rentrer, mais on était là pour parler de l'entreprise. Donc un dernier mot. Filer du pognon à des petites boîtes. AF430 est une petite boîte. Et parlez-nous de vos projets. Patrick et Chris, un mot pour conclure. J'avais juste une. Patrick. Moi, effectivement, ça me paraît une bonne idée que l'État, en fait, investisse dans l'open source et aide l'open source à se développer et des initiatives dans ce domaine-là. Un des exemples vraiment sympas que j'ai vu récemment, c'est l'administration Obama. Là, les derniers temps, ils font de plus en plus de choses au niveau open source et aussi au niveau données. Récemment, ils ont lancé une initiative de cloud computing que je trouve assez révolutionnaire. Et donc j'aimerais effectivement bien voir l'État français en fait plus investi en fait dans ces nouveaux ils appellent ça common en anglais, dans ces nouveaux biens communs en fait qui sont en train d'apparaître dans la sphère de la connaissance, que ce soit les données ou le logiciel. Donc ça me paraît effectivement une bonne idée que l'État soit en fait ait des initiatives et aide en fait les acteurs à s'organiser dans ce domaine-là. Cela dit, il y a énormément d'innovation dans le secteur privé et je pense que l'État pourrait aider à innover plus dans ce domaine-là. Chris. Commons, on dit république en français. Commons, c'est juste république. Oui, la chose publique. Chris. Chris. On the role of state in open source and in promoting innovation and investing in small companies and then sharing innovation with everybody? Yeah, I think the best way that governments can participate and promote open source is through education.
providing funding for research, for professors and students to learn about software development through studying open source. And there's no barriers to entry to collaboration between education institutions and open source projects. You don't have to sign, non-disclosure agreements. You don't have to set up complicated, IP sharing agreements. You just tell your students and you get your professors to start engaging in projects. And you can observe how the culture of software development, happens now, and happens very quickly. And we've had all kinds of people, across the world, get engaged through Firefox, through these kind of research activities. It makes the code better, and then the results of their work are available. They can be built on and shared and developed as a platform far beyond what we can imagine with Firefox. On passerait l'après-midi ensemble, mais malheureusement, il est temps de nous quitter. Chris, Patrick et Ori, un grand merci à vous. Et puis, vous allez traîner un petit peu par là tout à l'heure. On pourra toujours discuter avec vous. Merci à vous.